Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder l'orthogonalisation simultanée dans le cadre du mini-cours sur les formes quadratiques. Ce théorème d'orthogonalisation simultanée s'appelle aussi théorème spectral. C'est quand même deux théorèmes différents, mais ils passent extrêmement naturellement de l'un à l'autre. Voilà le théorème d'orthogonalisation simultanée tel qu'il est énoncé classiquement, soit E un espace euclidien et Q une forme quadratique sur E, alors il existe une base orthonormée de E qui est orthogonale pour Q. Voilà. Alors, on aurait pu aussi dire soit E un espace vectoriel, Q0 et Q deux formes quadratiques avec Q0 définie positive. Bon, ça revient exactement au même et dire que E est un espace euclidien où la forme euclidienne est donnée par Q0. Bon. Ce qui est important, surtout, et ça j'essaye d'insister à chaque fois dessus dans ce mini-cours sur les formes quadratiques, c'est la diversité des points de vue. Et en algèbre linéaire en général, mais particulièrement dans les formes quadratiques. Et tout de suite, il faut en donner une interprétation matricielle. Ici, je vais en donner deux interprétations matricielles. Une première interprétation matricielle, c'est quand on va munir E d'une base orthonormée, et donc qu'on va obtenir cette base prévue par le théorème, d'accord, F, qui est orthonormée pour E et orthogonale pour Q. Mais en partant de E, une base orthonormée. Donc je vais regarder la matrice de passage d'une base orthonormée de E vers cette base F qui a été construite et qui est orthonormée. Donc voilà un énoncé équivalent, soit S une matrice symétrique. Alors pourquoi c'est équivalent? C'est équivalent à se donner une forme quadratique, d'accord? Parce qu'on est, voilà, on est parti de la base E. Donc S, ce sera la matrice de Q dans E. Alors il existe une matrice P orthogonale. Alors matrice orthogonale, ça veut dire qu'elle vérifie P transposé P égale identité, qui vérifie P transposé S, P égale D. Où D est une matrice diagonale. Alors regardons ça. Donc je vous l'ai dit, S, ça va être la matrice de Q dans la base orthonormée, qu'on a choisi orthonormée, E. D'accord. La matrice de notre forme, notre produit scalaire, ça va être l'identité dans E. Maintenant, la matrice de Q dans F, comme c'est orthogonal, ça veut dire exactement que la matrice de Q dans la base F, ça va être D, et la matrice de notre produit scalaire ici, dans la base F, c'est orthonormé, donc c'est identité. Donc ça veut dire que maintenant, si on doit regarder le travail que fait la matrice de passage de E vers F, ça va passer de identité vers identité par congruence, donc P transposé identité P est égal à l'identité, puisque ça envoie une base orthonormée sur une base orthonormée. Et quand on va faire le changement de base pour Q, en passant de E à F, on va avoir que P transposé SP, donc ça, c'est la matrice de Q dans la nouvelle base F, ça va être diagonal, ce qui va exprimer l'orthogonalité pour Q. Voilà. Alors maintenant, deuxième interprétation matricielle. C'est exactement la même chose, sauf que je ne vais pas partir d'une base orthonormée. Je vais partir d'une base quelconque, et j'arrive, bien sûr, comme prévu, sur une base orthonormée. Donc, cette fois-ci, la matrice de notre produit scalaire dans la base E n'a plus de raison d'être l'identité. Donc ça va être une matrice A. Mais ça va être une matrice A symétrique, puisque c'est la matrice d'une forme bilinéaire symétrique, mais symétrique définie positive. Donc c'est ce qu'on dit, A appartient à Sn++. Ça, c'est les matrices symétriques définies positives. Alors je vous rappelle
qu'il y a un critère, qui s'appelle le critère de Sylvester, que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrie, et qui dit que on peut vérifier, qui vérifie qu'une matrice symétrique est bien là-dedans, quand tous ses mineurs principaux sont strictement positifs. Alors, donc, on part d'une matrice comme ceci, et est-ce une matrice tout simplement symétrique? Alors, il existe P, maintenant c'est pareil, tel que P transposé AP égale IN, parce que la base d'arrivée, elle est bien orthogonale et orthonormée. Et P transposé SP est égal à D, ça veut dire que, encore une fois, la base d'arrivée est orthogonale pour Q. Voilà l'interprétation matricielle. Maintenant, une interprétation en tant qu'expression de fonction, quand on veut résoudre des équations, ça c'est important. Donc on a Q de x, d'accord, Q c'est notre forme quadratique, et bien il existe une base orthonormée telle que Q de x est égale à la somme des i égale 1 à n de lambda i xi carré. Voilà. Alors, vous voyez que par rapport à Sylvester, on a l'impression d'en perdre un peu, parce que Sylvester nous garantissait que les lambda i, c'était soit 1, soit moins 1, soit 0. Mais ne nous garantissait pas une base orthonormée. Ça veut dire que quand je vais résoudre mon équation, par exemple, je veux résoudre q de x égale 1, eh bien, je vais pouvoir me ramener à ceci égale 1, mais dans une base orthonormée. Ça veut dire que je garde bien la forme, la métrique, si vous voulez, de mon ensemble de solutions. Par exemple, si mon ensemble de solutions, c'est une ellipse, eh bien, ou un ellipsoïde, eh bien, je ne vais pas avoir un cercle à la fin, ou une sphère. Je ne peux pas transformer... la métrique de mon ellipse va rester indemne. Voilà, c'est ça qui est important dans la base orthonormée. Voilà, voilà. Et puis, juste un petit exemple, pour voir, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces bases-là? En fait, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. En général, on prend le produit scalaire sur R2, le produit scalaire canonique, x1 carré plus x2 carré, et pour q de x, on va prendre x1 carré moins x2 carré. Eh bien, vous voyez bien que là déjà, la matrice de Q dans la base canonique, c'est la diagonale 1 moins 1, et là c'est la diagonale 1, 1. Donc, bon, il n'y a pas besoin de changement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, la base canonique est une base orthonormée qui est orthogonale pour Q. Et finalement, on se rend compte que les seules bases qui vont marcher, c'est les permuter et les multiplier par plus ou moins 1 de ces bases. C'est-à-dire que vous allez avoir 8 bases, donc finalement pas beaucoup par rapport à l'infinité de bases orthonormées qu'on peut trouver, mais 8 bases qui vont marcher. Voilà, pour se donner une idée. Donc maintenant, rapidement, on va donner la preuve. Donc ça, c'est une preuve telle qu'elle est dans le carnet de voyage en algébre. Alors allons-y pour la preuve. La première étape, c'est de démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, vous êtes censé connaître l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle est au programme de Lagrange, mais là, c'est dans le cadre où la forme quadratique est positive. Donc ça, on se retrouve dans une situation classique où on a un théorème dont on connaît à peu près la démonstration et qui est dans le programme, mais où il faut bricoler parce que les hypothèses ont été un petit peu relâchées. Et là, la forme quadratique n'est plus définie positive, comme dans les hypothèses de Cauchy-Schwarz, mais elle est simplement positive. Mais on a quand même, si grand Q est une forme quadratique positive, alors b de xy carré est inférieur ou égal à q de x, q de y, où b c'est la forme polaire de q. Et là, quel que soit x et y. Voilà. Alors, la preuve est presque la même. Sauf qu'il y a deux cas au lieu d'un seul. Soit t dans R, on a q de tx plus y, donc je vais regarder, q de tx plus y, qui est toujours positive, ou mieux, parce que la forme est positive.
Donc, maintenant, je le développe avec la forme polaire, ici, et j'obtiens un trinôme. Q de x t2 plus 2b de xy t plus q de y positif. Mais attention, je me suis un petit peu avancé en disant un trinôme. C'est pas forcément un trinôme. Un trinôme, ça voudrait dire que ça, q de x est différent de 0. Donc pour pouvoir dire des choses sur le trinôme, pour pouvoir parler du signe du trinôme, puisque c'est de ça dont il est question, sur R, eh bien, il faut que je regarde d'abord le premier cas, si q de x égale 0, ou dans ce cas-là, ce ne serait pas un trinôme. Donc si q de x égale 0, eh bien, j'ai une droite, ici, qui est tout le temps au-dessus de l'axe des x, d'accord? Pour tout t, d'accord? Ça va être donc une droite affine, et elle est tout le temps placée au-dessus de l'axe des x. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'elle soit parallèle à l'axe des x. Hein, elle est positive, avec q de y positif, évidemment. Donc, oui, donc ça veut dire que 2b de xy égale 0, c'est-à-dire b de xy égale 0. Et on vérifie, dans ce cas-là, on a q de x égale 0, ici on a 0, ça vaut 0, et bien on a bien l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà. Alors maintenant, le deuxième cas, si q de x est différent de 0, là, on peut vraiment parler d'un trinôme, et comme là c'est positif, eh bien, ça veut dire que le discriminant est négatif ou nul, parce que là, c'est positif ou nul, donc le discriminant est négatif ou nul, et là, quand on écrit le discriminant ici, et quand on écrit qu'il est négatif ou nul, eh bien, on obtient directement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, ce qui fait la différence entre l'inégalité de Cauchy-Schwarz, au passage, entre le cas défini positif et le cas positif, c'est plutôt le cas d'égalité. Parce que là, on a, dans le cas défini positif, on a égalité si et seulement si x et y sont proportionnels. Alors que, je vous le signale comme ça, dans le cas positif tout court, on a égalité si et seulement si x et y sont proportionnels modulo le noyau de la forme. Voilà, vous pouvez essayer de le démontrer. Oui, c'est classique. Il n'y a pas de grand moment, mais voilà, c'est quelque chose à savoir faire. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, le second point, c'est que on va choisir lambda, le max de q de x, quand x parcourt la sphère. Hein, donc on a un espace euclidien, donc on a la sphère, des éléments de norme 1, hein, ça, pour la norme quadratique. Et donc on va prendre le max, et je vais choisir un u sur la sphère, tel que q de u est égal à ce max. Donc, qui est atteint. Alors, je vais poser q lambda de x égale lambda produit scalaire xx moins q de x. Ça définit une forme quadratique et j'affirme qu'elle est positive. Voilà, alors ça, c'est assez rapide, mais il y a des points importants. D'abord, l'existence de lambda et l'existence de u vient du fait que S est compact et que Q est continu. Alors S est compact parce que on est sur un espace réel de dimension finie. Tout ça, c'est important. Sur Q, par exemple, sur le corps des rationnels, on n'aurait pas de compacité. Et en dimension finie, parce que si on n'est pas en dimension finie, on n'a pas la compacité non plus. Donc ça, c'est des choses à bien savoir argumenter. Et Q est continu, bon, parce que c'est un polynôme en les coordonnées, que les fonctions coordonnées sont continues, parce que, toujours pareil, on est en dimension finie. C'est continu pour la topologie normique de E, qui ne dépend pas de la norme, parce que voilà, on est sur R, on est en dimension finie, etc. Donc, tout ça va faire que lambda, le max, et U existe. D'ailleurs, le max est atteint. Très bien. Alors, maintenant, on a défini ça, et j'affirme que ça définit une forme quadratique positive. Alors, il faut bien lire l'énoncé, toujours à l'écrit. Ça définit une forme quadratique positive, d'abord forme quadratique. Alors oui, on sait que l'ensemble des formes quadratiques, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de E dans R, par exemple. Ou alors, vous pouvez dire aussi que
une combinaison linéaire de polynômes de degré 2, homogène de degré 2, et d'encore homogène de degré 2. Bon, ok. Donc c'est une forme quadratique. Maintenant, on s'intéresse à positive. Si x est dans S, alors je commence par x est dans S, c'est là où c'est le plus simple, ça c'est sur la sphère, donc ça veut dire que Q lambda de x, bah, c'est lambda fois, ici ça fait 1 par définition, moins Q de x, mais x est dans S et le max c'est lambda, donc ça c'est forcément positif ou nul. Donc pour x dans S, c'est bien positif ou nul. Maintenant, si x est dans E moins 0, alors on peut toujours normaliser x en quelque sorte. Hein, donc x est égal à norme de x fois x0 avec x0 dans S. Bah oui, carrément, on prend x0 égale à petit x sur norme de x, parce que c'est pour ça que j'ai pris non nul. Alors comme Q lambda est homogène, j'ai Q lambda de x, c'est homogène de degré 2, est égal à norme de x au carré de Q lambda de x0. Ça c'est positif ou nul, ça c'est positif ou nul par le premier cas, et donc c'est positif ou nul. Et puis il ne reste plus qu'à faire le cas x égale 0, mais là c'est évident, on va avoir 0. Donc c'est positif ou nul. Bien, donc on a bien une forme quadratique positive, et il ne reste plus qu'à appliquer Cauchy-Schwarz, et on va montrer le point 3, que l'orthogonale de U, ce vecteur-là, particulier, de la droite engendrée par U, si vous voulez, est inclus dans l'orthogonale de la droite engendrée par U, mais cette fois-ci pour l'orthogonalité définie par la forme polaire B de notre forme quadratique Q. Donc en gros, ce qu'il faut montrer, c'est que si Y est orthogonal à U, Y est un vecteur quelconque, alors il est aussi orthogonal pour la forme B à U. Bon, alors donc on applique Cauchy-Schwarz à Q lambda, on peut, parce que Q lambda est positive, ce qui va nous faire que si j'appelle B lambda, sa forme polaire, B lambda de UY carré est inférieur ou égal à Q lambda de U, Q lambda de Y, c'est juste Cauchy-Schwarz. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Q lambda de U, ça fait 0, puisque ici, U est sur la sphère. Et donc, quand je vais prendre Q lambda de U, ça va faire lambda moins lambda, donc 0. Donc ici, ça fait 0. Et maintenant, B lambda de U, Y. Alors, vous pouvez le calculer par la formule de la forme polaire, c'est-à-dire ce serait Q lambda de X plus Y moins Q lambda de X moins Q lambda de Y sur 2. Ça, c'est la formule de la forme polaire. Mais moi, je conseille de le faire de façon plus habile en disant, voilà, hein, regardons cette forme, là. Donc, c'est facile à deviner, parce que Q lambda, c'est ça. Donc, on va remplacer xx par xy pour construire la forme polaire, et q de x par b de xy. Et après, faut dire qu'il existe une unique forme bilinéaire symétrique associée à la forme quadratique. Donc ici, elle est bien bilinéaire, ça c'est évident, elle est bien symétrique, ça c'est évident, et elle est bien associée à la forme, puisque quand on fait y égale x, on retrouve notre forme quadratique de départ. Donc, ok, hein, voilà la forme polaire. Alors maintenant, bien, étant donné qu'on a un carré, on est sur R, c'est positif, donc ici on est entre 0 et 0, donc ça veut dire que ça c'est nul, ça veut dire que B lambda de U de Y est nul. Mais si B lambda de U de Y est nul, si vous regardez ça, ça veut dire que lambda de UY est égal à B de UY. Et ce, quel que soit Y, hein, dans E. Donc maintenant c'est terminé. Si Y est orthogonal à U, donc là ça fait 0, donc ça fait bien B de UY égale 0. Voilà, donc on a bien démontré notre inclusion. Entre parenthèses, on pourrait se demander pourquoi je n'ai pas parlé d'égalité. Parce que, juste à cause d'un cas, bon, stupide, pourquoi on n'a pas l'inclusion inverse? On a l'inclusion inverse si lambda est différent de 0. Mais si lambda égale 0, on ne l'a pas. Ceci dit, lambda égale 0, c'est quand même pas souvent que ça arrive.
qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que Q de x a pour max 0. Ouais, voilà. Ok, on passe à la dernière étape. Ok, donc là maintenant, on va montrer le théorème par récurrence sur la dimension n de E. Alors l'initialisation, elle est simple, elle peut peut-être intriguer, on va voir pourquoi. H1, ça veut dire quoi? Il existe une base orthonormée de E. Bon bah oui, on va prendre une base, donc on est en dimension 1. Bah, on a deux bases orthonormées, hein, finalement. Et donc un x, on a au moins un x tel que x est égal à 1. Donc ça c'est clair. Maintenant, orthogonal pour Q, qu'est-ce que ça veut dire orthogonal pour Q? Bah, ça veut dire tout simplement que on a une base telle que quel que soit i, j, i différent de j, ei, b de ei, ej égale 0. Bah oui, mais comme dans la base il n'y a qu'un élément, il n'y aura jamais de i différent de j, en quelque sorte. Donc la propriété est vraie. On peut vraiment affirmer que si, d'accord, c'est comme si je disais à quelqu'un, bah, si je suis milliardaire, je t'en donne la moitié. Bon, ça m'engage pas, quoi, parce que je serai jamais milliardaire. En plus, avec les vidéos YouTube, ça, je vous préviens, ça gagne pas. Ok, alors, voilà, bon, donc en gros, je peux dire une vérité à condition que l'hypothèse est impossible. Voilà. Et ça restera une vérité. Bien. Donc tout ça pour dire que c'est bien orthogonal pour Q, hein, parce que c'est une enveloppe vide. Alors, hérédité, maintenant. On suppose Hn-1, d'accord, et on va montrer Hn. Donc dans E, on va choisir U comme précédemment. D'accord? Et je vais poser E1 égale U. Ça va être le premier vecteur de ma base. Bon, il est non nul puisqu'il est sur la sphère, hein, déjà c'est bien parti. Et maintenant, bien sûr, on a RU qui est en somme directe avec l'orthogonale. Ça, c'est le propre, hein, des formes quadratiques définies positives, hein, des produits scalaires. C'est que quand on a un produit scalaire, on est sûr d'avoir une somme directe ici. Donc, et ça, bien sûr, ça va être de dimension n-1. Je vais pouvoir appliquer Hn-1. À quelle forme quadratique? Eh bien, à la restriction de mon produit scalaire à l'orthogonale et à la restriction de Q à l'orthogonale. Donc, que me dit Hn-1? C'est que je peux trouver une base E2 jusqu'à En qui est orthonormée pour la restriction du produit scalaire et orthogonale pour la restriction de Q. Hein, à cette orthogonale. Voilà. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, globalement, comme ici j'ai une décomposition orthogonale, j'ai un élément normé, ici U, et une base orthonormée, et bien donc, globalement, quand je vais concaténer, je vais obtenir une base orthonormée pour le produit scalaire. Maintenant, pour la forme Q, eh bien, je vais avoir, d'une part, bon, de façon évidente que BEI, EJ égale 0 pour I, J différent de 1 et I différent de J, parce que la base ici est orthogonale pour ça. Donc ça, c'est dans le contrat, hein, de Hn-1. Mais maintenant, il faut regarder E1, et il faut montrer que B de E1, EJ égale 0 dès que J est différent de 1. Mais ça vient de ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire comme E1 égale U, à partir du moment où EJ est orthogonal à U, à E1, alors il est orthogonal pour B aussi. D'accord? C'est cette implication, donc on a bien 0, et là, c'est terminé. Voilà. On a prouvé le théorème d'orthogonalisation simultanée. Maintenant, il serait bien de regarder ce théorème spectral qui en est une version presque évidente, mais c'est la passerelle vers la réduction. Donc là, c'est une passerelle incontournable. Alors voilà le théorème spectral. Il est tellement simple à partir du théorème d'orthogonalisation simultanée, il est tellement naturel, à condition qu'on sache passer justement des formes quadratiques, vous voyez, dans notre petit synopsis, vers les matrices, d'accord? Voilà. Ici.
qu'on sache faire ça, bon, il est tellement évident qu'il n'y a rien à faire. Alors du coup, je vais rajouter un petit codicile. Regardez, vous avez soit S une matrice symétrique, réelle, hein, d'accord, alors S est diagonalisable en base orthonormée. Alors c'est d'autant plus extraordinaire qu'elle est réelle, parce que diagonalisable, ce serait sur C. Bon, en général, on prend une matrice au hasard, elle est diagonalisable sur C. Mais sur R, non. Sur R, désolé. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. De plus, la signature de S, c'est-à-dire que si on prend dans la base canonique de Rn, par exemple, la forme quadratique, hein, et on regarde associé à S, et qu'on regarde sa signature, et si on appelle ça ST, eh bien, maintenant qu'on sait que toutes les valeurs propres sont réelles, on peut parler du signe des valeurs propres. Hein, et bien, S, c'est le nombre de valeurs propres strictement positives. T, c'est le nombre de valeurs propres strictement négatives. Et en fait, il peut y avoir des valeurs propres nulles, évidemment. Hein. Donc, allez, on va prouver ça. D'abord, donc, le théorème spectral, finalement, on l'a vu au tout début, quand j'ai donné l'interprétation matricielle 1, d'accord, au tout début. Donc, j'ai dit qu'on partait d'une base orthonormée et on arrivait à une base orthonormée et je regardais la matrice de passage et ce que j'obtenais. Donc, comme je disais tout à l'heure, je prends pour Q la forme quadratique qui a pour matrice S dans la base orthonormée de Rn et je pars de la base orthonormée pour le produit scalaire canonique, donc la base canonique de Rn qui est orthonormée pour le produit scalaire canonique, et je construis une nouvelle base. Voilà, une nouvelle base qui va vérifier ça et ça. Donc je vais forcément avoir une base orthonormée vers une base orthonormée, donc P transposé INP est égal à IN, avec P la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base, et P transposé SP qui est diagonale par ça. Mais maintenant, ces deux-là, ça va nous donner que P transposé, c'est P-1, et donc ici, je vais avoir P-1 SP égale D. Donc ça veut dire tout simplement que S est diagonalisable. Voilà. Important de savoir faire hein, le passage de l'un à l'autre, voilà, de là à là, hein, surtout. Alors maintenant, pour le dernier, maintenant, j'ai D qui est la matrice, d'après ça, de Q dans la nouvelle base, la base qu'on a construite, que j'appelle EI. Je vais supposer donc que les lambda I jusqu'à lambda 1 jusqu'à lambda S sont strictement positifs, que les premiers, quitte à permuter, hein, je vais prendre les premiers strictement positifs, les suivants strictement négatifs, et puis s'il en reste, ce sera les nuls, et puis je les mets à la fin. D'accord ? Donc j'appelle S le nombre de positifs, T le nombre de négatifs, et puis bon, les nuls, c'est s'il en reste. Et donc j'ai Q. Entre parenthèses, ça c'est quand même important hein, de voir que dans la situation hein, que j'ai construite, Q peut s'écrire assez agréablement de cette manière-là. Q de X, c'est X, S de X, comme ça, avec le produit scalaire. D'accord ? Voilà. Ce qui revient à dire que la matrice de Q dans la base canonique B, c'est S. Voilà. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Alors, j'ai que Q de EI, ça par définition, je les vois sur la diagonale de la matrice de Q, c'est les lambda I. Alors maintenant, je vais faire un changement de base. EI, je le transforme, si I est compris entre 1 et S, EI, je le remplace par EI sur la racine de lambda I, d'accord ? On peut écrire EI, SEI, hein, bon, j'avais envie de l'écrire comme ça, mais bon, c'est pas... Donc EI sur lambda I, sur racine de lambda I, comme lambda I positif, strictement positif, j'ai le droit de prendre la racine et de le mettre au dénominateur, et ce E'I que j'ai construit, ça c'est E'I, j'ai par homogénéité de Q, Q de E'I égale 1, parce que ça va être lambda I sur racine de lambda I au carré. Mais quand c'est négatif, je ne peux plus prendre la racine carrée de lambda I, mais je peux prendre la racine carrée de moins lambda I et mettre au dénominateur, parce que c'est non nul.
Et donc là, dans ce cas-là, je vais avoir Q de E'I, c'est ça, E'I, qui va être égal à moins 1. Et puis EI, si Q de I est nul, il n'y a pas de raison de le changer. Donc ici, j'ai fait que des multiplications par des éléments non nuls, donc j'ai toujours une base. Cette fois-ci, on va avoir des 1 et des moins 1 et des 0. Et puis, elle est toujours orthogonale, hein, parce que c'est facile de voir que E'I, E'J reste nul, puisque c'était déjà nul au départ, ça reste nul pour I différent de J. Donc maintenant, j'ai que la matrice de Q dans ma nouvelle base, elle est sous la forme standard de Sylvester, et donc je peux en déduire la signature. La signature, c'est ST. Voilà, hein, puisque là, c'est le nombre de positifs, le nombre de négatifs, le nombre de... Voilà. Dans une prochaine vidéo que je compte faire, on verra un exercice, un petit exercice qui utilise le théorème spectral en géométrie affine euclidienne. Voilà, en attendant, repos.